Alors, il est peut-être 15h39 ou peut-être 15h41, selon le côté où je me tourne. Mais en tout cas, on n'a pas plus d'une minute pour les questions qui suivent cette table ronde-ci. Peut-être une seule alors, madame. Bonjour tout le monde. Voilà, moi je suis en fait, je suis pas du tout dans la politique. Je suis une usagère potentielle lambda, une citoyenne, on va dire. En revanche, mon domaine professionnel, c'est concevoir des solutions, services, produits ou autres, centrés utilisateur et usage. Donc, je n'ai pas assisté au début du colloque, mais évidemment, quand j'entends monsieur, excusez-moi, je retiens que les prénoms, David, parler de service et que tout le monde est d'accord de la table, c'est le. Non, mais je veux dire, non, mais ça paraît évident. Mais par ailleurs, je viens d'une région où le sens du service, enfin, je ne vais pas dire qu'il est nul, mais pas loin, et où ça se tiraille dans tous les sens d'un point de vue politique. Ma région, je vais la citer parce que j'ai contacté Jean-Marc. Je suis, comme ça se voit, je suis née à Marseille. Et comme ça s'entend, j'ai l'accent, c'est formidable. Donc, pour vous expliquer, donc, nous avons un maire socialiste, une métropole à droite. Nous avons un président de région qui a basculé à la REM il y a 2-3 ans. Et au-delà de ça, l'usager, voilà, ce qui et on est un contre-modèle de la réussite des transports extraordinaire au niveau européen. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais en gros, il y a 5 ans en arrière, on était la deuxième métropole la plus embouteillée d'Europe. Formidable pour la deuxième ville de France. Bon, je vais arrêter là. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense très sincèrement, alors je ne parle pas pour les autres régions, mais dans ma région, l'usager, on ne le connaît pas. Les enquêtes, enfin je sais plus comment on appelle ça là, les enquêtes préliminaires, les citoyens sont même pas informés, on se contente de peu et par ailleurs il y a une géographie du territoire aussi qui est très très complexe à prendre en compte. Et ma dernière petite remarque, alors j'entends que c'est difficile de remplacer 1000 camions par jour pour faire par exemple Bordeaux-l'Espagne, mais en fait au-delà du mode de transport sur lequel on est réunis aujourd'hui, ne serait-ce que réfléchir à la contenance des camions, etc. Enfin, il y a plein de problématiques de déplacement global et effectivement la réponse elle sera pas uniquement dans le ferroviaire, mais je pense qu'en fait c'est tout le monde qui doit être réuni autour de la table pour essayer d'améliorer ensemble les différents flux. Monsieur Valence. Juste deux choses. D'abord, sur ce que vous disiez sur les désaccords entre les uns et les autres, c'est pas une fatalité. Il se trouve que quand on a lancé ce projet de CERM à Strasbourg, la majorité à la région Grand Est n'était pas la même qu'à l'Eurométropole de Strasbourg. Elle ne l'est toujours pas, elle l'est même encore moins aujourd'hui. Et le projet, il s'est fait. Voilà, on l'a lancé ensemble. Et je peux dire que, honnêtement, tu le disais, et il valait mieux que ça vienne de toi, Olivier, mais il n'y a pas une feuille de papier à cigarette dans le projet entre l'Eurométropole et la région. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des choses qui vont dans l'intérêt des citoyens. Et quand il y a des désaccords, on essaye de les garder entre nous et on discute et on travaille. Et les équipes font que ça se passe très bien. Il faut reconnaître aussi que l'Eurométropole a accepté, alors je vais donner le coût global, le pourcentage, de prendre en charge 48% du projet global, 48, et si tu prends toutes les études, 48. Et donc de payer pour le moment à la place des intercommunalités qui bénéficient déjà d'un surcroît d'offres. Donc il y a une mobilisation de l'Eurométropole qui est très forte et indiscutable. Et la deuxième chose, quand on dit, pour bien expliciter ce qu'on voulait dire sur le service,
il y a aussi cette idée que le premier levier qui fait que les gens prennent le transport, c'est le volume de l'offre. Voilà. Et ça, moi j'y crois profondément. Je ne suis pas un partisan de la gratuité. Il y a plein de gens qui le savent dans la salle. Je crois que les effets prix, ça peut être utile de temps en temps. Mais que la première chose, c'est d'abord de savoir si votre rendez-vous a duré trop longtemps chez le médecin, qui vous a fait attendre, si vous avez pris un café de plus avec votre copine, ou si vous avez discuté un peu plus longtemps avec votre fils, ou au contraire si ça a duré moins longtemps que prévu, et c'est un peu triste pour vous, eh bien de pouvoir prendre le train d'après ou le car d'après tranquillement, sans stresser. C'est ça qui fait qu'on prend le transport d'abord, et c'est aussi pour ça qu'on dit service. Quand on dit service, il y a cette logique de concertation, mais il y a aussi cette idée que c'est le volume d'offres qui est le levier principal, qui fait qu'on emprunte le transport. Voilà. Si vous me le permettez, un petit mot pour plaisanter, pour permettre peut-être l'enchaînement sur l'autre table ronde concernant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que tout comme Jean-Marc Zulési, on se sent un peu ciblé par rapport à votre marque, même si la manière dont vous avez dépeint le paysage politique de notre région n'est pas totalement faux, chère madame. Je dois le reconnaître en toute objectivité. Et je vois également mon prédécesseur à la région, Jean-Yves Petit, qui est là. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que bien sûr, la politique est faite de femmes et d'hommes qui ont des engagements, mais qui peuvent se faire de manière transpartisane. C'était mon introduction tout à l'heure, et on peut le prouver à travers un certain nombre de projets. Et dans cette région en particulier, il y a un projet fédérateur, qui est un projet qui doit à terme désaturer les nœuds ferroviaires marseillais, toulon et niçois, qui doit permettre la création des 3 SERM, Marseille, Toulon et Nice. Et c'est le projet de ligne nouvelle qui est là pour améliorer le train du quotidien. Et ce projet, il est porté aujourd'hui par toutes les personnes dont vous avez parlé, qui ne peuvent pas se voir, c'est vrai, hein, sur tous les autres sujets, mais qu'on arrive à réunir autour d'un comité de pilotage. Ils sont favorables au projet et en plus, ils le financent. Donc voilà, le pire n'étant jamais certain, vous voyez qu'on sait quand même se réunir sur certains sujets, et je pense que la question des mobilités est prioritaire, et surtout quand elle est illustrée par des bons projets, comme peut l'être le projet de ligne nouvelle en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Honnêtement, je le dis avec le regard extérieur, moi je n'ai pas de lien avec la région sud, même pas familial, ou pas vraiment. La région a beaucoup parié sur le train ces dernières années, et il y avait y compris sur la ligne, la grande dorsale où vous avez ouvert la concurrence, il y avait un vrai retard en termes de volume d'offres à compenser et des difficultés d'insertion avec la grande vitesse. Mais il y a des gros moyens qui ont été mobilisés. Honnêtement, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître et que toutes les autres régions reconnaissent. Voilà. Bon, on me fait signe qu'il y a encore une telle envie de débattre. Et je vois en effet quelques doigts se lever. Alors je vais laisser la parole à une association régionale. Monsieur, il était le premier. Merci. Michel Cagnot, Association Logistique Transport Ouest, Altro. Je suis donc de La Rochelle et jusqu'à aujourd'hui, je me disais, est-ce que une agglomération comme La Rochelle, Rochefort, Launis, qui correspond à l'ancienne province de Launis, 300 000 habitants, est-ce qu'on avait notre place dans cette grande réflexion? Eh bien, je dois dire que vous m'avez rassuré qu'effectivement, il y a une place pour ces villes, ces agglos moyennes, on va dire, qui sont ni Strasbourg ni Bordeaux. Et donc, je suis content, c'est plus qu'une remarque. Et je me demande, je pense qu'effectivement, il faut rassembler, mobiliser, parce que si les citoyens n'adhèrent pas et ne suivent pas, eh bien, nous n'aboutirons pas. Donc voilà un peu notre... Je repartirai gonflé en disant et en entraînant les foules pour notre RER au Nice, que nous espérons bien partager avec la région Nouvelle-Aquitaine. Merci, Michel. Et... Benoît, essaye d'être aussi bref que... Ça sera très bref. C'est plus pour
par rapport à ce qui a été dit, je pense qu'on a une fenêtre de tir hyper importante. Benoît Lanus, je suis président de Rallument l'Étoile qui milite pour RER Toulousain et qui a la particularité de rassembler des gens aussi différents que FNE et le MEDEF pour poser des enjeux. Il me semble qu'il y a une fenêtre de tir où il y a des choses pour que ça avance. Là, d'ici la fin de l'année, il faut à la fois trouver des accords locaux, mais il faut aussi leur donner les moyens. Et avec cette loi, vous l'avez dit, il y a la question des finances. Et donc je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne va pas tout résoudre de suite, mais que là, d'ici la fin de l'année, l'enjeu, c'est comment on permet une première phase pragmatique avec les CPER, avec quelques amendements sur versement mobilité, avec qu'est-ce qu'on peut faire, et est-ce que du coup les parlementaires, au Sénat et à l'Assemblée nationale, peuvent contribuer à trouver quelques points d'accord pour dire sur ça, 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 voici on propose des choses qui font consensus de tous les groupes parlementaires pour pouvoir faire bouger, pour que les acteurs locaux qui négocient une première phase avec le CPER puissent dire, voilà, on se met d'accord sur un petit premier patch, qu'est-ce qu'on peut faire d'ici 2029 avec le CPER, quelques amendements sur le versement mobilité, par exemple, les péages. Vous pouvez trouver des accords sur le péage sans attendre des énièmes rapports. Voilà. Et donc, du coup, c'est à ça que je vous engage. En fait, tout le monde attend ça. C'est Tabarot, peut-être, souhaitez-vous répondre? Oui, concernant le texte, comme je vous l'ai dit, on va parler un petit peu de finances, mais on ne pourra pas aller dans le détail parce qu'on aurait cet article 40 qui va nous poser un certain nombre de problèmes. Par contre, on va avoir la discussion sur le PLF et elle s'enchaîne. Donc là, c'est des vrais sujets qu'on va avoir à aborder. Voilà, moi, c'est pas un secret non plus. Je suis pour qu'on partage l'effort sur les transports dans notre pays, sur le financement des transports. Et le partager, c'est continuer à faire payer à l'usager un tarif attractif, mais je suis sur la même position que David contre la gratuité pour les raisons qu'il a développées. Pour une participation, bien sûr, des collectivités, elles le font déjà de manière conséquente. Une participation de l'État, et je dirais pas forcément sur des taxes supplémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État, que ce soit à travers la TICPE, que ce soit à travers la TVA, taxe à près de 60 milliards les mobilités dans notre pays. Et qu'est-ce qui revient ensuite au domaine des mobilités? Même pas 10%. Donc, moi, c'est qu'il y a un fléchage, et je parle sous le contrôle de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que nous souhaiterions plus de fléchage sur ce qui est prélevé dans notre pays sur les mobilités et qu'elles reviennent aux mobilités à travers le budget de la FIT ou autre. Donc ça me paraît être un vrai sujet. Et le quatrième, c'est les entreprises. Et les entreprises, moi j'entends, il y a le débat en Ile-de-France qui fera tâche d'huile automatiquement et très rapidement, même si la Commission des finances a essayé de circonscrire à l'Île-de-France, ça va partir plus largement. Moi je considère que le VM peut évoluer et doit évoluer et peut être déplafonné s'il y a une qualité de service en contrepartie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des chefs d'entreprise qui, de bonne foi, sont un petit peu agacés de payer le VM parce qu'ils voient leurs salariés tous les matins qui arrivent en retard, qui ont des galères pour prendre les transports en commun. Donc, si demain, et là, il y a peut-être des amendements et des questions à avoir sur se dire peut-être que dans les endroits où il y a des sermes qui sont installés et où il y a une offre plus importante, plus quantitative et plus qualitative, qui est un VM qui soit déplafonné de manière assez conséquente et qui a un retour par rapport à ce que les entreprises donnent, c'est quelque chose qui me paraît être juste. Après, quand ça part à volo, et je l'ai connu dans ma région, tu l'as précisé, les choses vont un peu mieux. Je vois Franck également qui a connu sur le TER quelques difficultés sur la question de la régularité de nos TER. Comment vous voulez expliquer à un chef d'entreprise qu'il doit encore payer plus alors que la qualité du service ne s'améliore pas? Voilà. Ouais, je pense que maintenant nous sommes dans le quart d'heure additionnel qui est terminé et que donc il faut passer à la deuxième table ronde. Mais n'oubliez pas vos questions parce que je pense que à un moment donné, il faut tenir nos promesses à l'intérieur d'une petite marge.